Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Je suis en train d'enchaîner les vidéos pour pouvoir en avoir un petit peu d'avance parce que je me rends compte que finalement je suis en train d'arriver à la fin de mes montages et que je n'ai plus rien derrière. Donc on va anticiper un petit peu tout ça, vous préparer de futures vidéos pour pas que je me retrouve sans rien à un moment et que vous ayez un trou au niveau d'une semaine. Et ça tombe bien parce qu'il y a des lectures dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc on va commencer par celles-ci qui sont en plus des SP que j'ai lues entre fin octobre et début novembre. Donc le premier il s'appelle Le baiser du prodige, dont je vous mets la couverture juste ici, et pour lequel je remercie l'auteur de m'avoir contacté et de me l'avoir envoyé. Et alors lui, j'avais un peu peur parce qu'il était catégorisé en romance, mais qui avait aussi un côté un petit peu thriller derrière et contemporain qui m'intriguait tout particulièrement. Et au final, le côté romance, non, il n'y en a pas plus que ça. On est vraiment axé sur le côté thriller, et là, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'on va suivre un jeune prodige, comme le titre l'indique, qui est un adolescent surdoué, notamment c'est un prodige au niveau du piano. Il arrive à jouer des œuvres incroyables que même les plus grands ont mis des années à pouvoir maîtriser. Lui, il a un talent inné dans les doigts et il a une mémoire hors pair, ce qui lui permet de pouvoir apprendre par cœur une partition et de la rejouer à la perfection sans le moindre problème. Et le fait que justement ce soit un prodige, il va être un petit peu focalisé sur la manière dont il doit faire les choses pour qu'elles soient excellentes. Pour lui, il faut qu'il soit excellent. Il ne peut pas être en dessous de ce seuil-là, il faut qu'il soit parfait. Et donc il a un petit peu, de par cet aspect un petit peu autistique où il doit être excellent partout et qu'il est omnibulé par cette perfection, par justement le focus qu'il a pour réussir par exemple une partition à 100%, il a une sensibilité un petit peu accrue et décuplée qui fait que c'est un petit peu malheureusement un souffre-douleur, notamment à l'école. Parce qu'il est assez incompris, parce qu'il est un petit peu hors des cadres, parce qu'il est fasciné par ce qu'il peut apprendre, parce qu'il peut engloutir comme information. Il est sensible aux arts, il est sensible à la musique, il est sensible à la peinture, à plein de choses que les élèves, on va dire lambda, n'apprécient pas spécialement. Et donc il passe sa vie dans les musées, au conservatoire, et il va rencontrer, au cours d'une de ses escapades au musée, il va tomber sur un homme qui lui aussi est fasciné par les arts, et notamment la peinture et le piano, qui sont deux choses que lui adore également. Ils vont se lier d'amitié, ils vont commencer à discuter de plus en plus, et ils vont se trouver plein de passions en commun, notamment une qui n'est pas tout à fait avouable, et qui va nous faire donc basculer dans ce fameux côté un petit peu sombre et thriller. Et je ne vous en dirai pas plus parce que je vous laisserai découvrir quel est ce lourd secret que cachent ces deux personnages qui vont les rapprocher et qui vont les faire basculer peu à peu dans un côté justement assez sombre, mais très sympathique et intéressant. Et j'ai bien aimé justement le côté un petit peu bloqué du personnage qui est vraiment il faut que ce soit parfait, je ne peux pas être autrement que parfait parce qu'il aime que tout soit beau, que tout soit bien, que tout soit la perfection incarnée, et il le reproduit justement dans ce côté inavouable que je vous laisserai découvrir, pour que pareil ce soit la perfection incarnée, qu'il ait lui sa signature, qu'il laisse son nom dans la postérité comme bon nombre de peintres et compositeurs qui l'aiment particulièrement. C'était sympa de voir ce que ces deux personnages que tout pourrait opposer, notamment de par leur âge, que finalement beaucoup de choses vont venir relier entre elles. La plume est très facile à suivre, elle est engageante, elle est prenante, et les courts chapitres font que on les enchaîne entre le point de vue de plusieurs personnages pour avoir vraiment une vision d'ensemble et regrouper plusieurs éléments. On a envie d'aller plus loin et on se demande justement jusqu'où peuvent aller ces deux personnages ensemble avec leurs secrets inavouables. Et c'était pas mal du tout. Moi je me suis régalée à la lecture de ce SP et je remercie encore l'auteur pour cette jolie découverte. Et le second SP dont je voulais vous parler, pareil, je vous mets la couverture juste ici, il s'agit de Le premier domino de Jean-Louis Sarato, que je remercie de m'avoir envoyé son SP. Et ça change du précédent livre que j'ai lu de lui qui était un thriller, parce que là on va pas du tout être dans le même monde,
on va être dans un livre plutôt aventure, historique, avec même un côté épistolaire que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de récit et cette manière de mettre en avant le récit avec ce style d'écriture. Et on va suivre une jeune femme dans les années 1800 qui va se retrouver à bord d'un navire marchand pour rejoindre une île qui s'appelle l'île des Épousés, où elle doit rejoindre son mari qui est le gouverneur un petit peu de l'île. C'est une île qui est un petit peu reculée, loin du monde, loin de tout, qui n'est ravitaillée uniquement que par bateau tous les 2 ou 3 mois, et où, sur cette île, il y a un petit peu la frontière entre les blancs et les noirs. Et elle va se dresser au milieu de ces deux clans, entre guillemets, parce qu'elle est blanche, parce qu'on va lui attribuer des domestiques qui sont noirs, mais pour elle, une couleur de peau, les blancs comme les noirs restent des êtres humains, et elle va s'attacher à ces domestiques, malgré le regard des personnes qui sont contre le fait qu'une blanche puisse s'enticher d'une noire, malgré le fait que pour eux, c'est un être qui est inférieur, il ne peut pas y avoir de relation amicale entre un maître et son esclave, et c'est une femme, donc une femme de toute façon, elle n'a pas spécialement son mot à dire non plus, notamment c'est la femme du gouverneur de l'île, donc c'est très mal perçu. Le problème c'est que elle en fait un petit peu qu'à sa tête, et le jour où Issa, l'une de ses domestiques, qui est très jeune, elle a 12 ans à peine, lorsque Issa va disparaître, elle va tout faire pour essayer de la retrouver parce qu'elle est sur une île, donc elle se dit elle ne peut pas aller bien loin, et elle va donc tout mettre tout en œuvre pour essayer de retrouver cette jeune fille et de briser toutes les chaînes et les préjugés qu'il y a entre le clan des Blancs et le clan des Noirs. Donc il y a ce côté historique, ce côté traite de l'humain, ce côté esclavage qui va revenir en force et qui va nous faire grincer des dents un petit peu à voir justement comment à l'époque il se comportait, comment il y avait vraiment cette relation de force entre le maître qui est blanc et l'esclave qui est noir qui doit lui obéir, qu'importe ce que le blanc lui demande, qu'il y a la condition de femme et d'homme, justement avec aussi la relation du pouvoir où la femme doit se taire et obéir à l'homme, et encore plus si elle est noire face à un maître blanc. Il y a ce côté un petit peu émancipation, ce côté soif de liberté, ce côté peur et attrait du nouveau en même temps. C'était très intéressant, et comme je vous dis, le tout est sous le format de lettres. Ça m'a un petit peu dérouté, point de vue que je m'attendais vraiment à une correspondance épistolaire entre deux personnes, et au final non, il y a vraiment que les lettres d'une seule personne adressées à une autre, mais il n'y a pas vraiment d'échange comme ça entre les deux. Ça m'a un petit peu étonnée, mais finalement ça se lisait très bien, jusqu'au moment où je suis arrivée à la fin. Quelle fin! Elle était étonnante en soi, et au final, elle conclut bien cette histoire qui m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Et moi, le racisme, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce côté de tu as telle couleur de peau, donc tu es inférieur à telle autre couleur de peau, ou telle personne sera forcément moins intelligente, moins jolie, moins ceci, moins cela, parce qu'elle a telle couleur de peau. Je ne comprends pas ce truc-là. Pour moi, le racisme, c'est aberrant et stupide. Mais justement, ça permettait de s'identifier au personnage et de comprendre quelle était la lutte qu'elle avait envie de faire, malgré justement le regard des autres, malgré les critiques, malgré les on-dit, malgré son statut. Elle va faire ce qu'elle a envie, en bien comme en mal, parce que ça va lui jouer des tours, et ça va jouer des tours à d'autres personnes, sans qu'elle se rende compte finalement qu'elle faisait quelque chose de mal. Et c'est pas mal du tout. Ce côté justement, une action en entraîne une autre, et certaines interactions vont se solder par des échecs comme par des choses bien, qui viennent un petit peu reprendre aussi la signification de ce titre, mais que je vous laisserai évidemment découvrir à la lecture. Il était vraiment sympa, ça change de ce que je peux lire d'habitude, donc j'aime bien comme ça sortir de ma zone de confort, surtout que le style historique, c'est quelque chose que je découvre de plus en plus et qui me plaît également. Donc si vous cherchez un livre un petit peu atypique, original, sur fond historique, je vous le conseille, il est vraiment très sympa. Et en première partie, je vais m'arrêter ici, je voulais vraiment vous introduire ces deux aspects, je vous parlerai d'autres lectures sur une autre séquence,
Et en attendant, je vais couper ici pour aller m'atteler à d'autres lectures et au montage de cette séquence. Salut, est-ce que ça se voit que j'ai froid? Je pense, oui, avec ma tête de Nazgûl des bois, là, que ça se voit que l'hiver est là. Il n'y a pas de souci. On a eu dans le sud aucune transition quasiment entre l'été et l'hiver. L'automne n'a pas tout à fait existé, on a toujours eu une vingtaine de degrés. Et là, on est tombé à en dessous de 10, d'un coup, sans prévenir. Et j'ai donc froid. Et je suis donc un petit peu malade grâce à mon mari qui m'a gentiment refilé sa crève pourrie. Et donc, je ne peux pas parler très fort, c'est pour ça que je reste proche du micro. Mais on va enlever cette capuche ridicule tout de suite. Et je vais boire au fur et à mesure une infusion aux plantes avec beaucoup de miel pour essayer de garder ma voix jusqu'à la fin de cette séquence. Ah, c'est quand même un petit peu moins ridicule tout de suite, même si j'ai une coupe de cheveux d'enfer. Mais on n'est pas là pour parler de ça de toute façon. On est là pour parler de livres. Parce qu'il faut que je vous parle d'un SP que j'ai lu il n'y a pas longtemps et de plusieurs petites choses par ici. Commençons tout de suite par le SP. Il s'agit de Atlas Parano, dont je vous mets la couverture juste ici. Et je remercie l'auteur de me l'avoir fait parvenir parce que c'était vraiment très très chouette. On va suivre ici Alan. Alan qui a un métier assez particulier parce qu'il est voleur d'œuvres d'art et notamment de tableaux. Oui, quand je vous dis, c'est particulier ce qu'il fait. Mais ça marche bien son métier parce que ça lui plaît et ça lui rapporte vraiment beaucoup, tant en adrénaline qu'en argent. Et quand on lui propose de voler un tableau d'Andy Warhol, mais un tableau un petit peu particulier, il se dit ça doit être assez spécial, mais pourquoi pas? Assez spécial parce que c'est un tableau dont personne n'a vraiment entendu parler. C'est un peu une chimère, un petit peu quelque chose qui existerait sans vraiment exister parce que chaque personne qui a eu ce fameux tableau entre les mains est décédée par la suite. Personne ne sait qui l'a actuellement en sa possession, mais un riche commanditaire lui demande de dérober ce fameux tableau qu'il veut avoir en sa possession. Et Alan se dit que ouais, ça, pour finir sa carrière et partir en beauté et excessivement riche, ça peut être pas mal du tout. Mais est-ce que finalement ce tableau existe réellement ou est-ce qu'il court après un fantôme? Ça, je vous laisserai le découvrir, parce que pendant tout le livre, l'auteur arrive à faire douter le lecteur de est-ce qu'il va vraiment y avoir un tableau à la clé, ou est-ce que justement il court après du vent, et que ce ne sont que des rumeurs qui le font aller dans plusieurs points, dans plusieurs pays différents, pour peut-être n'a rien à voir à la clé. Mais en tout cas, si ce tableau existe réellement, il est fortement recherché, et pas que par Alan, parce qu'il va se retrouver face à d'autres receleurs et voleurs qui ont fortement envie, eux aussi, de le récupérer et d'avoir le pactole à la clé. Et pour ça, ils vont pas hésiter à utiliser la manière plutôt forte, voire même à le tuer. Et ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment archi dynamique, en plus avec des chapitres assez courts également. Une manière parfois assez particulière de faire parler le personnage et de l'inclure ce dialogue au milieu de l'action, mais qui rend le tout assez dynamique et assez explosif. Je vous laisserai découvrir donc si ce tableau existe ou non en le lisant, parce que vous ne le saurez qu'à la toute fin du livre et c'est bien joué. J'ai passé un super moment de lecture et de divertissement grâce à ce roman, donc un grand merci une fois de plus à l'auteur. Et je vous disais dans une vidéo précédente qui était celle du bilan du Greek Mythology Book Challenge, comme quoi j'étais terriblement triste de ne pas avoir pu lire un livre parce que c'est un auteur qui a eu la gentillesse de me l'envoyer et qui me faisait terriblement envie. Mais je me suis dit, bon, ok, le challenge il est fini, mais qu'importe, j'ai quand même envie de le lire, donc on s'en fiche, on le lit quand même. Et ça y est, je l'ai lu, et c'était génial. C'était génial, il faut que je vous en parle. Il s'agit de Miss Hermione et le voleur de rêves de Jean-Luc Conessa. Donc encore un énorme merci à lui de me l'avoir fait parvenir parce qu'il me faisait vraiment envie, il m'intriguait de par déjà cette sublime couverture avec le monsieur bien moins engageant derrière que Miss Hermione qui est sur la couverture. Il est dédicacé donc déjà ici, un grand merci à lui, et il y a à l'intérieur des illustrations. Hop, donc je vous mets quelques exemples par ici, mais que je vous laisserai découvrir avec la lecture complète du livre. Et les illustrations sont incroyables. Je crois que c'est sa femme, si je ne me trompe pas, qui les fait, mais quel talent! C'est magnifique.
Franchement, tant le design que l'aplat des couleurs, que les lumières, que les ombres, c'est vraiment génial. Et je trouve que ça apporte un vrai plus pour rehausser l'histoire de ce roman, avec de quoi découvrir les personnages qui ont germé dans l'imagination de l'auteur. Et Miss Hermione, je l'aime tout particulièrement, parce que c'est une jeune femme qui est médecin dans le Londres des années 1890 par là, et qui va faire face à une maladie étrange où les personnes s'endorment et ne se réveillent pas, elles restent plongées dans un coma mais sans rêve. Et face à cet étrange diagnostic, Miss Hermione, elle pense savoir d'où vient le problème. Et pour cela, elle doit entreprendre un long voyage qui va être semé d'embûches et de dangers, et elle va embarquer avec elle son majordome, sa fille et un petit garçon. Et je vous laisserai découvrir leur lien à travers cette histoire vraiment chouette qui se dévore d'une traite d'un bout à l'autre du roman. Je me suis régalée. J'ai passé un excellent moment de lecture avec Miss Hermione et avec ses personnages qui sont hauts en couleur, attachants. Moi j'adore Miss Hermione et le majordome tout particulièrement, je les trouve incroyables. Et j'étais triste même d'arriver à la fin si vite parce que j'étais vraiment bien avec ces personnages, avec cette aventure qui nous fait vraiment penser, comme il disait en 4e de couverture, à du Jules Verne, pour diverses choses que je vous laisserai découvrir parce que c'est vraiment super chouette. Il y a d'excellentes idées là-dedans et franchement, j'étais certes triste de ne pas avoir pu le lire à temps pour le challenge de Kimi, mais je suis ravie d'avoir pu le découvrir avant la fin de l'année parce que c'était vraiment une lecture que j'ai adorée. Et en plus, j'ai regardé il y a l'une des dernières vidéos de Ingrid la lectrice et j'ai vu qu'il y avait un nouveau tome de Miss Hermione qui était sorti. Je ne savais pas que c'était le début d'une saga, je pensais que c'était un one-shot, mais quelle ne fut pas ma joie de voir qu'il y avait donc un tome 2. J'ai trop envie maintenant que je sais qu'il y a un deuxième tome, de pouvoir me le procurer pour le découvrir parce que ça a l'air incroyable. Et d'ailleurs, quand cette vidéo sortira, celle de la wishlist de Noël est déjà sortie, et j'aurais très bien pu rajouter ce livre dans la wishlist si ce n'est l'oubli de ma tête de Dory qui avait complètement zappé de le rajouter dedans. Mais maintenant que j'y pense, celui-ci pourrait également être sur ma wishlist de Noël parce qu'il a l'air incroyable et parce que, attendez, je vais vous mettre la couverture. Regardez-moi les deux couvertures, elles sont magnifiques toutes les deux. J'ai plus que hâte de découvrir cette nouvelle aventure de Miss Hermione. On passe maintenant à quelque chose de beaucoup plus sombre et qui n'a malheureusement pas été traduit pour le moment. Il s'agit du fameux The Toll House, dont je vous rabâche les oreilles depuis le début du Pumpkin. Mais il est génial. Il est de Carly Rigom et il est publié aux éditions Sphère. Et donc, comme je vous disais, il est en anglais et pour le moment, il n'est pas traduit. Ce qui est fort dommage parce qu'il a vraiment une vibe à la Haunting of Hill House qui est géniale. Franchement, la série, elle est super. Et si vous cherchez ce style d'ambiance au niveau d'un bouquin, Toll House, il est vraiment parfait. Parce qu'on est justement sur une mère et son fils qui déménagent dans une nouvelle maison pour entreprendre une nouvelle vie. Et malheureusement, cette maison qui semblait merveilleuse au premier abord se retrouve occupée par quelques petits fantômes qui n'ont pas tout à fait envie que cette nouvelle famille emménage ici. Et il va y avoir des passages entre le présent, donc avec cette famille, et le passé, avec les anciens habitants dans les années 1800 et quelques. Et au fur et à mesure où ces chapitres vont se croiser, on va comprendre qui sont les revenants qui hantent cette demeure et pourquoi ils sont là pour la hanter. Est-ce que c'est pour faire passer un message, positif comme négatif? Est-ce que c'est pour les prévenir de quelque chose? Est-ce que c'est pour juste les tourmenter et les torturer? Je vous laisserai le découvrir, mais c'était vraiment super chouette parce qu'au départ, le fantôme principal, je me suis dit, au vu de ce qui s'est passé dans le passé, le fantôme, c'est telle personne. Mais plus l'histoire continue, et plus on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un fantôme, et que finalement, il y en a plusieurs, et qu'on comprend pourquoi il y en a plusieurs, et pourquoi ils ont tous, entre guillemets, un caractère horrifique différent. C'était vraiment bien joué. Moi, je me suis régalée à la lecture. Je n'ai pas spécialement eu peur, et je n'ai pas spécialement frissonné, parce que j'ai vraiment, comme je vous disais sur d'autres vidéos, du mal à avoir peur à la lecture, mais l'ambiance particulière qui se dégage de ces lignes est vraiment
géniale et était parfaite pour la période spooky du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai terminé également une lecture audio. Il s'agissait de la magnifique couverture que je vous mets ici, Les loups de Yann Ivor, et le premier tome s'appelait donc Tisane et Convoitise de Chloé Bennett. Et c'est un auto-édité si je ne me trompe pas. Et donc, outre cette couverture automnale absolument divine dans les tons forestiers que j'adore, on allait suivre une jeune femme qui est herboriste et qui a un don avec les plantes. Elle arrive à les faire pousser sans aucun souci. Donc, déjà, c'est vraiment cool. Mais en plus de ça, les propriétés de chaque plante se voient décuplées quand c'est elle qui les plante et qui les fait pousser. Et grâce à ça, elle va créer donc son herboristerie où elle va proposer tant d'aides médicaments que du thé ou des infusions ou des baumes pour pouvoir soulager ses clients, car elle utilise ces plantes uniquement pour faire le bien autour d'elle. Sauf que des personnes mal intentionnées vont avoir entendu parler de ces plantes aux propriétés miraculeuses et ils vont bien évidemment avoir envie de mettre la main dessus. Sauf qu'au même moment, il y a un clan de personnes qui vivent un petit peu recluses plus loin dans un village isolé, qui vient enlever carrément notre ami l'herboriste pour avoir justement d'autres plantes pour leur fin à eux aussi. Mais qui sont les gentils, de qui sont les méchants? Je vous laisserai le découvrir. Sachez juste qu'il va y avoir un mélange un petit peu de fantastique, de mythologie nordique et de loups. Je vous en dis pas plus, de toute façon, c'est un peu le titre, les loups de Yann Ivor. Mais on est en Suède et donc le côté un petit peu mythologie nordique comme ça est vraiment super sympa. En revanche, il y a des choses que j'ai moins appréciées. Alors, certes, j'ai bien aimé donc le côté, comme je vous disais, découverte de la culture et de la mythologie nordique. J'aime beaucoup les plantes, donc le côté herboristerie, savoir quelle plante peut faire quoi en bien comme en mal, c'était super intéressant et passionnant. L'ambiance, l'idée est vraiment chouette. En revanche, la personnage principale, j'ai eu du mal avec elle. J'ai eu beaucoup de mal, malgré tout l'humour qu'il y a de présent dans le livre et qui ça est vraiment super, c'est vraiment une belle plus-value parce qu'on ne s'en lasse pas. Elle a toujours un mot entre guillemets pour rire dans une situation improbable et ça passe vraiment bien. L'humour est très chouette et omniprésent pendant tout le roman, mais par contre elle a un caractère exécrable. Et avec l'autre protagoniste masculin principal également, ils ont tous les deux un caractère bizarre. Et évidemment qu'on va tourner autour de romance entre les deux et évidemment que ça m'a gonflé. Parce que c'est vraiment un espèce de je t'aime moi non plus, je te suis, je te fuis. Oh non, ça va pas du tout. En plus, même si c'est expliqué dans le livre, la fille est un peu en mode je saute sur tout ce qui bouge du moment que c'est beau et musclé. Oh, zut, franchement. Elle va nous détailler le physique de chaque homme qu'elle va trouver à son goût. Zut, je n'ai pas d'autres mots, franchement. Moi, ça me passe complètement au-dessus. Moi, franchement, c'est le genre de truc qui m'avait un peu agacée à la lecture. Parce que oui, il est beau, oui, il est bien musclé, oui, il a une belle mâchoire, oui, il a ceci, oui, il est cela. Mais zut, en fait, on s'en fout, quoi. Faut continuer l'histoire. On s'en fiche du physique du monsieur, on a compris qu'il était beau comme un dieu. Et c'est ça, tout le temps, tout le livre. Et dès qu'elle voit un autre gars, oh putain, finalement, lui, il est pas mal pour tel et tel point aussi. Oh là là, quelle girouette. Bref. La romance, ça l'a pas fait du tout avec moi pour ce roman-ci. Et j'avoue que, même si donc l'histoire derrière est très intéressante, il y a un tome 2. Et j'ai tellement pas accroché par contre à ce côté nombril du monde, tout est recentré sur l'héroïne. Et le côté donc romance qu'il y a derrière, que je suis pas sûre d'aller spontanément vers le tome 2. On verra si l'occasion se présente, mais en attendant, c'était une lecture intéressante, avec des bons points, comme avec d'autres un petit peu moins bien, en tout cas de mon point de vue. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez lu, et si vous l'avez pas lu, je vous invite tout de même à le lire pour vous faire votre propre opinion. Et je pense que je vais arrêter cette séquence ici parce que ma voix est en train de partir en cacahuète complet et j'en ai encore besoin, j'ai d'autres choses à filmer derrière. Donc on verra si j'arrive à la récupérer entre plusieurs séquences, mais en attendant, je vais la couper ici et je vais aller la soigner donc avec mon infusion aux plantes
et au miel qui pourrait être sorti tout droit de tisanes et convoitises. Du moins, j'espère que ça va remettre ma voix d'aplomb. Et recoucou tout le monde! Je vous reprends parce que ma gorge me le permet pour le moment, donc j'en profite parce que j'ai reçu quelques petites choses à vous montrer. Et je pense que ce sera la dernière séquence de ce vlog, parce que quelque chose me dit qu'au niveau du timing, on sera juste pour pas que ce soit un vlog immensément long comme d'habitude. Alors, le voici, le voilà. Il s'agissait d'une campagne Ulule que j'attendais depuis très longtemps, comme toutes les campagnes Ulule de toute façon, mais surtout avec impatience, parce que c'était le fameux livre surprise que j'avais prévu de lire initialement pour le Greek Mythology Book Challenge, et que finalement il est arrivé hier, donc en plein milieu du mois de novembre. Donc évidemment, j'ai pas pu le lire. Mais maintenant que je l'ai reçu, laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par le livre ou par les goodies? Bon, déjà, on commence par le petit flyer de la maison d'édition Les Mondes Flottants. C'est le premier livre que j'ai d'eux, donc je vais pouvoir découvrir le concept qu'ils ont de faire des livres à la fois, entre guillemets, romancés et avec des illustrations. Et je vais commencer par vous présenter le roman, parce que sinon, de toute façon, au niveau des goodies, j'aurais fini par dire de quoi il s'agissait. Donc commençons par ce magnifique bébé. Oh, regardez comme il est vraiment joli. Il s'agit donc de Anthony, qui est un carnet de voyage curieux et gourmand au pays du soleil levant. Il est de Quentin Cellier et Gustave Auguste et illustré par Chloé Minger. Et Quentin Cellier, si vous ne le connaissez pas sous ce nom-là, peut-être que vous le connaissez sous son nom de booktubeur qui est Cornelius. Et Cornelius, quand j'ai vu qu'il avait fait un voyage au Japon déjà, j'ai regardé ses vlogs et j'ai admiré les paysages et la culture et les belles photos qu'il nous montrait à travers son voyage. Et quand j'ai vu qu'il allait sortir un livre avec justement des côtés un petit peu dessinés comme ça, qui va être à la croisée du roadbook, de l'expérience de voyage, du romancé, des livres de recettes, tout ça à la fois, je me suis dit ça avait l'air incroyable et j'avais envie de le soutenir en allant acheter ce livre dans une toute jeune maison d'édition en plus. Alors, via la campagne Ulule, on avait une dust jacket avec cette très jolie frise. Et donc à l'arrière, elle se présente comme ceci. Sous la dust jacket, le livre se présente comme ceci. Très joli également. Et pour vous montrer un petit peu, voilà comment ça se présente. À moitié donc entre récits de voyage, ponctués de magnifiques illustrations. Je pense qu'il va y avoir également un récit de voyage, il va y avoir quelques expressions japonaises, ici ce qu'ils ont mangé, quoi visiter, et leur ressenti vis-à-vis de cette aventure au pays du soleil levant. Ça a l'air incroyable, c'est tout doux. Et regardez franchement, les illustrations sont assez incroyables, j'aime beaucoup la mise en page. Je trouve que c'est vraiment très doux, très beau et mignon. J'ai vraiment hâte maintenant que je l'ai reçu de pouvoir le découvrir. Peut-être au niveau du Cold Winter, je ne sais pas encore, mais en attendant, je suis vraiment contente de l'avoir reçu, ça a l'air d'être un magnifique bébé. Et laissez-moi maintenant vous présenter les goodies qu'il y avait avec dans le pack que j'avais sélectionné. Il y a des très jolis stickers qui se présentent comme ceci. J'ai une planche ici, oh, une deuxième planche adorable. Regardez-moi les petites bouilles. C'est vraiment trop chou. Est-ce qu'en fait, pour l'anecdote, ça va être deux couples qui sont donc au Japon en pleine visite et qui sont représentés par des petits chiens ou des petits chats comme ça pour les personnifier. Je trouve ça trop mignon. Waouh! Et il y a des... Non mais il y a d'autres choses, attendez. Oh là là là! Regardez le poster avec la carte. Beaucoup trop chou. Il est magnifique. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était... Il y a des cartes avec un effet un petit peu granuleux qui est vraiment super chouette. Il y avait un set de cartes qui allait avec. Oh, je vous laisse les admirer, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont sublimes. Franchement, et à chaque fois derrière, hop, il y a un petit texte comme ça avec l'explication du lieu qui est représenté ici en version mais absolument magnifique, à l'aquarelle un petit peu, on dirait, peut-être un peu du pastel.
C'est super joli. Donc voilà, ma campagne Ulule de Anthony est arrivée. Je suis trop contente et elle, je n'ai pas galéré contrairement aux éditions Twinkle à la récupérer à mon mondial relais. J'ai un autre livre des éditions Twinkle que je dois récupérer normalement dans pas longtemps. Je croise les doigts pour que ce soit beaucoup plus simple et que le livreur se soit acheté une intelligence entre-temps. J'attends de voir, mais en attendant, pas de problème pour récupérer celui-ci. Et sinon, je vais vous parler vite fait de la lecture que j'ai en cours actuellement. Il s'agit enfin de Babel. Oui, je daigne enfin sortir le patapouf. Alors là, c'est la Dust Jacket que j'ai entre les mains parce que le livre est quelque part dans mon salon et qu'il est très bien là-bas. Donc, je sortis plutôt la Dust Jacket qui était dans la bibliothèque à portée de main et qui est magnifique parce que dessous, on a un plan de Oxford. C'est une très belle édition, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Elle est magnifique. Et pour le moment, j'ai lu une centaine de pages et j'avoue que j'aime beaucoup ce que je lis. C'est pour le moment assez plat parce qu'on est vraiment dans l'introduction du roman. Je suis qu'à une centaine de pages, donc il y a à peu près 700, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a un petit peu de temps avant de mettre la mise en place. Et là, notre héros vient tout juste d'intégrer Oxford et son école de traduction. Donc je suis vraiment dans les prémices de l'action, on va dire. Et j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je n'avais pas lu encore la Guerre du Pavot, je crois que ça s'appelle l'autre saga qu'elle a faite, mais qui m'intéressait tout particulièrement également. Je découvre sa plume avec Babel, et j'avoue que pour le moment je suis charmée. Le seul truc qui m'a dérangée, c'est que c'est le retour des notes de bas de page immenses et un peu, entre guillemets, inutiles qu'il y avait avec Nevernight. Je comprends pas cet intérêt des notes de bas de page qui font ça, et qui ne sont pas, entre guillemets, utiles à l'histoire. Ce sont des anecdotes, ou ce sont des fois des explications intéressantes au niveau d'une étymologie ou d'une traduction, mais finalement qui sont reprises après avec un pan de l'histoire qui n'est pas intégré au récit et qui, pour moi, n'apporte rien du tout. Donc j'avoue que je regarde si ça va parler d'un terme de traduction et sinon je la zappe parce que je vois pas l'intérêt des notes de bas de page qui font 10 pages à elles toutes seules en fait. Et j'avais déjà eu ça avec Nevernight, ce qui m'avait un petit peu cassé les pieds et sortait un petit peu le lecteur, je trouvais, de l'histoire. Il y a la même chose dans Babel, tristesse. Mais pour le moment, sinon, au niveau de l'histoire pure, j'aime beaucoup, et je vous en parlerai, je pense, au cours d'une autre vidéo, quand j'aurai avancé dans la lecture, ou peut-être même quand je l'aurai terminé, qui sait. Même comme c'est un gros pavé, peut-être plutôt quand je l'aurai avancé. Et sinon, j'en profite pour vous dire que, au moment où je tourne cette vidéo, c'était le week-end dernier, je suis allée à Saint-Onès, qui est un Cultura près de chez moi, parce qu'il y avait Mathieu Rochel qui était invité pour les dédicaces. Et si vous ne savez pas qui est Mathieu Rochel, j'ai envie de dire, foncez pour lire son roman, parce qu'en plus il fait partie des sélectionnés pour gagner le prix Livre-Addict dans la catégorie fantasy, et que c'est une véritable pépite son roman. Mon coup de cœur, mon dernier même coup de cœur de l'an dernier, il est là. Les 5, hop, si j'enlève le bandeau on voit mieux le titre, voilà, Les 5 de Mathieu Rochel aux éditions Évasion. Qu'est-ce que vous attendez pour aller découvrir cette merveille ? Il est incroyable. Et l'auteur aussi est incroyable, j'ai passé un excellent moment de discussion avec lui. Je vous mettrai une petite photo, je sais pas où, pour vous montrer que l'ambiance était vraiment festive. Et franchement, je vous invite à découvrir son roman, qui est de la fantaisie vraiment super chouette, avec un mix d'aventures, des combats incroyables, une quête fabuleuse. Lisez Les 5 de Mathieu Rochel et à partir du mois de janvier, votez pour lui, parce que franchement, c'est une pure pépite, moi je l'ai adoré. Et je pense que je vais terminer cette séquence ici, parce que sinon je n'aurai une fois de plus que trop parlé, en vous disant que si jamais vous cherchez entre guillemets des idées cadeaux de livres, certes d'occasion, mais moins chers que du neuf dans le commerce, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, parce que je suis en train de faire un tri, mais monstrueux. Alors certes, j'avais déjà fait le tri il y a quelques temps, je vous l'avais montré au niveau d'une vidéo. Certains livres ont été vendus depuis cette vidéo-ci, donc si jamais vous intéressez, je suis désolée, mais c'est trop tard. Mais je suis en train d'en mettre d'autres, et pas que des livres, je vends d'autres choses, genre des fringues, des objets dont j'ai envie de me séparer, bref. Je suis en train de faire un tri dans la maison,
immense. Et finalement, je continue à faire du vide pour certains livres où je m'étais dit j'ai le tome 1, mais je continuerai la suite. Et finalement, je ne l'ai jamais continué. Ou certains autres où je m'étais dit je les ai bien aimés, mais sans plus. Mais comme ils étaient pas mal, je les gardais. Non, finalement, si je les ai aimés, mais sans plus, je vais préférer les céder à quelqu'un d'autre pour qui aurait plus d'affect que moi au niveau de cette lecture. Et tant des romans que des BD, que autres, bref, je fais du vide, parce qu'honnêtement, déjà, ça me fait toujours gagner de la place, ça me fait gagner quelques sous aussi. Est-ce que j'ai besoin de sous, vu que mon chauffe-eau, quand il était mort il y a quelques mois, j'ai galéré franchement financièrement pendant plusieurs mois, donc j'ai toujours besoin de sous, donc je revends à droite à gauche des petites choses. Et parce que j'ai vu, mine de rien, je crois que c'est une vidéo de YR Studio, qui disait que le mois de novembre lui permettait de faire un gros reset dans sa vie, de laisser, on va dire, de côté les mauvaises choses qui s'étaient passées dans l'année et de prendre, on va dire, un nouveau départ, quelque chose comme ça, avant les fêtes et avant la vraie nouvelle année pour repartir de bon pied. Et qu'elle délaissait un petit peu les choses qui s'agrippaient à elle, qui étaient un petit peu néfastes, ou qui la rendaient triste, ou qui finalement n'étaient pas utiles plus que ça dans sa vie. Elle préférait les laisser partir, les revendre, ou les donner, ou autre, bref, faire le tri dans sa vie. Et j'ai trouvé que ça résonnait vraiment énormément sur ce que je ressentais en ce moment, où je trouvais qu'on avait plein de choses, entre guillemets, superflues, et que ces choses, finalement, feraient mieux de partir, d'être avec quelqu'un d'autre, qu'avec moi, parce que finalement, soit en termes de livres, c'est quelque chose que j'avais apprécié, mais que je préfère remettre sur le marché pour qu'il plaise à quelqu'un d'autre, plutôt que rester dans ma bibliothèque si je l'ai lu et moyennement apprécié. Ou si c'est un vêtement, finalement, que je ne porte plus, le remettre sur le marché, justement, pour que quelqu'un le porte, plutôt qu'il traîne dans mes placards. Ou un objet qui reste sur mes étagères à prendre la poussière plutôt qu'il aille, je sais pas, en tant que futur cadeau de Noël, qui sait, bref. Je suis en train de faire beaucoup de tri dans la maison. Et donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir mes comptes Vinted et Le Bon Coin. Vous y retrouverez mais vraiment de tout. Et notamment l'un de ceux que j'avais dit que j'allais garder et que finalement je ne vais pas conserver, La Carte des Confins de Marie Repelin. J'avais bien aimé, mais je n'ai jamais lu la suite et je pense qu'avec du recul, je ne lirai probablement pas la suite parce que c'est une histoire de pirates. J'adore les histoires de pirates. Je suis fan de cette couverture de pirates, mais c'est des pirates jeunesse. Et c'est pas trop ce que j'aime dans le côté piraterie. Moi, je suis plutôt côté adulte. Donc, je cherche quelque chose d'un peu plus sombre, d'un petit peu plus dark, aventure, combat à l'épée, recherché, plutôt que celui-ci qui est donc axé jeunesse, donc aventure certes, mais très peu de combat et surtout autour d'une romance. De plus en plus, j'ai du mal avec la romance, donc je préfère m'en séparer, faire plaisir à quelqu'un d'autre plutôt que de le conserver sur mes étagères. Et il y a d'autres BD qui vont suivre la même direction que celui-ci, ainsi que d'autres romans, enfin bref. Comme je vous dis, il y aura de tout. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour, m'envoyer un message si vous voulez faire un lot ou autre. Il n'y a pas de souci, mais donc, celui-ci fait partie des exemples dont je vais me séparer. Et je vais donc m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser la section des commentaires pour qu'on échange tous ensemble sur votre ressenti à travers cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!